Et voilà, instant campagne avec Claire depuis Washington DC. Salut Claire, comment vas-tu? Ça va, Ouais, pas envie quoi. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire parce que bon, je suis au courant vu qu'on se parle assez fréquemment de ton emploi du temps actuellement. C'est la folie là, ça arrête plus. Mais ouais, ça va plus arrêter je ne sais pas jusqu'à quand, au moins à mon avis une semaine après le 5 quoi, enfin puisqu'on aura pas le ça avant un certain temps, Ouais, en fonction non. de ce qui se passera quoi. Ouais, exactement, exactement. Avant de commencer, de t'entendre sur ton dernier séjour cette fois-ci, qui était dans ta dernière enquête sur le terrain, qui était en Caroline du Nord, il y a eu beaucoup d'autres choses. Deux choses que je voulais mettre en avant. Un, c'est que je ne sais pas si tu peux voir dans le chat de l'émission en même temps que tu parles. J'ai aucune idée de comment ça se passe de ton côté techniquement, soyons clairs. Oh, Je ne sais pas si tu vois le chat, mais le chat est submergé de ton emoji. Donc voilà, bienvenue à la famille. C'était ce que nous demandait la communauté depuis un moment. Ils voulaient l'emoji de Claire. Donc voilà, ton emoji. formidable. Alors en plus j'ai les yeux verts maintenant, c'est beaucoup plus original que bleu, c'est super, j'ai gagné. Voilà, Parfait. l'attention du détail. Non, non, c'est très sympa. Tout le monde est heureux. Et la deuxième chose, je voulais te dire que je crois que c'était le week-end dernier. C'était samedi. Nous avons fait une émission libre antenne où la communauté appelle. On discute de pas mal de sujets. Et un des sujets qui a été évoqué, c'est une enquête publiée par le Point sur Springfield, l'Ohio, Haïti, les Haïtiens, la communauté des Haïtiens de Springfield, et que ton papier a marqué notre communauté. Donc j'avais promis de te passer les félicitations au nom de tout le monde. Et bien voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Bon, on s'approche aussi de la date de la sortie de ton livre, là, non, ou pas, en fait? Tout à fait, dans 10 jours, c'est ça. Donc, quand les gens me disent, mais tu vas faire de la promo en France, et comment ça? C'est-à-dire, je compte mes heures de sommeil et les États qui me restent à couvrir. Non, je ne vais pas ajouter Paris. Ça, c'est pas un swing state, hein. Donc, voilà. Non, Paris, ce n'est pas un swing state, c'est certain. C'est ton éditeur qui va pas être content. C'est le moment où il y a tout le monde sur les plateaux qui viennent vendre des livres qui ont été copiés sur des ouvrages américains. Et toi, qui as un travail original, bah, tu pourras pas le présenter parce que tu seras trop occupé. Non, mais c'est ce que j'ai dit à une émission qui marche très très bien, qui m'a proposé de venir faire du plateau. Moi, je n'ai aucun problème à faire du Zoom, quoi, de la visio. Simplement, les Français ont encore un petit peu de mal avec ça. Mais sincèrement, ça n'a pas de sens de prendre l'avion pour aller parler devant une caméra, quoi. Je comprends pas pourquoi tout le monde ne s'y est pas mis. Donc, je suis ravie de faire des Zooms, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que si il y a des recomptages qui durent des jours, je serai là où ça se passera, quoi. Ouais, Voilà, exactement. on verra. Et puis tu nous raconteras ça. Donc c'est pas nous qui allons nous en plaindre. Est-ce que tu peux nous partager ou toujours pas le titre de ce livre? La guerre des Amériques. Ah ben voilà, la guerre des Amériques. Donc ça c'est dans 10 jours, c'est le 17 octobre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'éditeur? Plomb. Plomb. Voilà, la guerre des Amériques chez Plomb.
c'est formidable, c'est bravo, bravo. Donc évidemment, nous on te fera un zoom, tu vois, là, nous il n'y a pas de problème. On fera un zoom pour la sortie de ton livre. Je suis vraiment très impatient de le découvrir, de le lire. Voilà, vraiment très 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 impatient. On verra ça. Donc, tu viens de passer quelques jours en Caroline du Nord. Je sais que c'était pas que la Caroline du Nord. Depuis qu'on s'est parlé, tu as fait le Michigan. Donc, tu avais fait la Pennsylvanie, tu as fait le Michigan, Ouais, tu as fait la Caroline du Nord, tu es l'Ohio retourné au autrement. Michigan, tu as fait l'Ohio aussi. Oui, ouais, et l'Ohio qui n'était pas du tout un swing state, mais ça me semblait tellement important d'expliquer cette histoire Oui, bien sûr. de fake news sur les chiens. Et d'ailleurs, heureusement que je l'ai fait parce que j'en entends parler partout où je vais. Là, en Caroline du Nord, j'en ai réentendu parler. Et oui, donc, par Mais ailleurs, hier, excuse-moi j'ai de t'interrompre. Quand tu dis tu en entends parler de partout, c'est de quelle manière on en parle sur la campagne? bah, hier, non, attends, quand est-ce que j'étais? Non, il y a 2 jours. Quand est-ce que j'étais à Fayetteville? Il y a 2 jours ou 3 jours pour le town hall de Trump. Euh, j'ai interviewé Silk, qui est donc pour les gens qui n'auraient pas l'heure de la connaître, c'était deux sœurs, Diamond Diamond. et Silk, Ouais. de Lafayette, enfin de Fayetteville, pardon, excusez-moi, de Caroline du Nord, qui sont des blogueuses trumpistes, extrêmement trumpistes, extrêmement trumpistes. Et oui, ça doit être dans la série où on voit Kamala Harris en ouverture, parce que c'est un peu politique de photos faites sur la Caroline du Nord. Donc Silk, si bah, vous mettrez le son quand vous aurez le temps. Tiens, ça c'est Mark Robinson en Voilà. anglais. Voilà. Et elle. Donc elle m'a affirmé voilà toutes sortes de choses sur les Haïtiens. Je viens d'ailleurs de faire une interview puisque finalement ça y est, tous les gens. Je sais que les politologues me répondaient pas sur le vote noir en Caroline du Nord. Là, j'en ai trois d'un coup, c'est malin, ça m'apprendra. Donc, je sors d'une interview, là, et j'en ai une autre à 4 heures, et qui me disait qu'en fait, il y avait une compétition entre les hommes jeunes afro-américains et les immigrés, typiquement les Haïtiens. Donc, c'est Ted Johnson, qui est un spécialiste du vote afro-américain. Et c'est vrai que voilà, ça s'était senti quand j'ai interviewé Anthony Harris, qui est celui qui a relayé la fake news des canards Ouais. dans mon papier sur le Ohio, Springfield. Effectivement, je trouvais ça assez surprenant que lui-même soit un jeune homme noir et j'avais évoqué le sujet avec lui. D'ailleurs, c'était un peu délicat de lui dire mais il n'y a pas un fond de racisme. Et il m'avait dit bah non, ça peut pas être du racisme vu que je suis noire moi-même. Mais voilà, et donc c'était intéressant d'entendre vraiment me raconter toutes les horreurs possibles sur les Haïtiens. Non, mais c'est d'autant plus intéressant parce que du coup, ça replace aussi toute cette affaire dans une nouvelle perspective. On sait que Donald Trump l'avait déjà fait en 2016, réessayé en 2020, moi même si c'était pas son sujet le plus important, et il fait depuis 2024, qui est l'idée de faire décrocher une partie de la communauté afro-américaine qui vote démocrate, pas forcément pour voter pour lui d'ailleurs, parce que c'est un pas qui est peut-être difficile, mais que pour que ces Ah gens-là non, non. ne votent pas du tout. Ah, mais je suis Et du coup d'aller verser de l'huile sur ces espèces de compétition. Déjà quand même, le cas de dire que cette communauté haïtienne vient vous voler vos black jobs, parce qu'il y a eu aussi ces thèmes-là, on les a vus sur X entre autres. On est vraiment dans ça d'essayer de faire décrocher une partie de l'électorat démocrates qui diront bah tiens je vais pas aller voter. Non, c'est moi en tout cas ça quand tu me dis ça il y a tout qui s'éclaire. Et puis, en fait, j'en parlais avec un journaliste qui a grandi à Miami et dans sa classe, il y avait beaucoup de Haïtiens, logiquement, hein, puisqu'ils beaucoup commençaient par vivre à Miami. Et il disait, et en fait, je me suis rendu compte que ça vient pas de nulle part, cette affaire. Il me disait, mais bien sûr, moi, quand j'étais petit, donc il a 5 ans maintenant, tous les enfants noirs se fichaient des Haïtiens en disant qu'ils mangeaient des chats.
Et donc en fait, c'est une reprise un vieux lieu commun raciste, mais qui était déjà une compétition entre communautés, quoi. Ouais, souvent, je dis que non, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous racontes là. Parce que souvent, je dis que et rien n'est au hasard. Souvent vu de l'extérieur, on s'arrête à la manière dont Trump parle et on a le sentiment que c'est complètement, ça part dans tous les sens et c'est désorganisé et Mhm. on oublie tout ce qu'il y a derrière la campagne et l'étude d'aller chercher justement ces wedge issues au sein et l'utilisation de la data, des données extrêmement précise. Et là, ce qu'on se rend compte avec les éléments que tu viens de nous partager, c'est que Mhm. c'est vraiment une stratégie et rien, en fait, n'est dû au hasard. Hein. Non, 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 euh, des tropes, comme on dit, enfin des lieux Ouais, communs, des éléments de langage extrêmement ancrés, quoi. Ouais, ouais. ah, c'est complètement Bref, donc fou. tout ça pour dire que, en effet, j'étais donc après la Pennsylvanie, Springfield, puis Le le Michigan. Michigan, donc Dearborn, Hamtramck. Euh, donc là, la Caroline du Nord. Et puis hier, je suis retournée à Dearborn, mais juste parce que je voulais interviewer Jill Stein. On en parlera une autre fois, je suis sûre. Mais voilà, je Ouais, l'ai. ouais, on en parlera. On en parlera une nouvelle fois. C'est un sujet qui nous fascine tous les deux. Donc, on en parlera. Ça mérite une petite émission de préparation sur certaines. J'imagine que tu lui as posé la question, les questions sur à la fois ses relations avec la Russie, avec Moscou, peut-être revenir sur 2016 et puis j'en parlais, je pense que c'était ce matin dans Matin lorsqu'on a épluché le système électoral du Nevada, le fait que elle a l'avocat qu'elle a utilisé au Nevada pour essayer d'être jusqu'au bout, ça n'a pas marché, mais d'être présente sur la liste électorale, c'est l'avocat habituel de Donald Trump. Donc bon voilà, c'est un aspect intéressant. Donc j'imagine que tu lui as posé toutes ces questions et qu'on reviendra dessus assez rapidement parce que c'est un sujet. Tu crois, juste sans venir gâcher, spoiler notre conversation, tu penses que elle a vraiment les moyens dans certains États, dans le Michigan, de peser sur le résultat final? Ouais, Michigan, franchement, je pense que ça va être très compliqué pour Kamala Harris. Et ils ont fait un gros travail dans le Wisconsin aussi. Ouais. Et en Pennsylvanie. Ouais, le Wisconsin, on a tendance à l'oublier, mais en 2020, c'était le Wisconsin qui était ce fameux État qui a fait basculer l'élection pour Joe Biden, qui est un État Mhm. extrêmement rural, extrêmement blanc. Et donc, c'est assez fou de voir qu'elle est présente là-bas. Mais en tout cas, on en parlera parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. Donc, tu t'es retrouvé dans une situation particulière quand même en Caroline du Nord parce que il y a une campagne, on a vu tout à l'heure les photos de Mark Robinson, on va évidemment en reparler, mais en plus de ça, il y a une catastrophe écologique et humaine, économique maintenant aussi, qui est liée au passage de l'ouragan Elaine. Donc, comment toi, tu as concilié ton travail? Comment ça se vit sur le terrain? Tu vas d'abord pour pas que, mais pour Ouais, suivre une campagne et il y a une catastrophe en même temps, quoi. C'est quoi? Comment ça se vit sur le terrain? moi, j'ai très mal concilié, hein, comme toujours. On fait comme on peut. Non, oui, au départ, je travaille pas en télé, moi, donc les catastrophes naturelles, normalement, c'est pas mon rayon, quoi. Mais je vais en Caroline du Nord, je vais voir la watch party du débat des vice-présidents. Je vais voir la première partie avec les démocrates, et la deuxième, je saute dans ma voiture et je vais au QG républicain. Bon, c'est pas inintéressant. Ensuite, je vais faire du porte-à-porte. Donc le premier soir, j'étais à Raleigh. Le lendemain, je vais faire du porte-à-porte à Charlotte, ce qui est déjà un peu plus à l'ouest. Et puis quand même, en parlant avec les gens,
en faisant de plus en plus de recherches, je me rends compte que, étant donné l'état dans lequel ça se passe, qui est un état pivot, la Caroline du Nord, et étant donné le moment où ça arrive, étant donné la façon dont les gens en parlent, je sais que les catastrophes naturelles ont des influences sur les élections et je me dis, bah, c'est pas possible d'être dans cet état maintenant et de pas et de pas y aller, quoi. Ne serait-ce que pour comprendre de quoi les gens parlent. Et en fait, j'avais après mon porte-à-porte avec l'organisation là dans ce quartier noir de Charlotte. Je suis allée au Parti républicain, au siège du Parti républicain, parce que j'avais passé toute la journée avec des démocrates. Je fais des interviews et puis je me dis bon, dans le fond j'ai rien calé de très précis. J'ai 2 jours de mou. D'habitude j'arrive toujours à caser des trucs quand on fait beaucoup de terrain. On a assez peu de temps mort et on sait comment les occuper. Je me suis dit bon, bah c'est à 2h30 de voiture, je vais y aller, quoi. Et bien sûr, ce qui est arrivé, c'est qu'à peu près 1 heure d'Asheville, je m'arrête en me disant c'est probablement le dernier endroit où je pourrais me loger. Donc je vais essayer de dormir là. Et j'ai dû essayer, bon, d'abord sur les applis, il n'y avait plus un seul hôtel de libre, donc je me suis dit bon, je vais essayer en y allant. Donc j'ai dû aller peut-être à l'accueil de 6, 7, 8 hôtels qui étaient tous pleins. Il y a certains, je m'arrêtais juste devant, il y avait un panneau "No vacancy, we're full, sorry". Bon, alors j'allais, je descendais, je disais bon, je suis désolée de vous déranger, je vois bien que vous êtes plein, est-ce que vous savez s'il y a un autre endroit où il y a de la place? Et puis au bout d'1 heure, je me suis dit bon, bah j'ai pas mis de solution, en fait je vais refaire la route dans l'autre sens, quoi, tant pis, ça arrive de se planter. Et puis je me suis quand même connectée sur Airbnb en me disant on sait jamais. Il y avait 2 personnes qui avaient des chambres dans leur maison, une qui m'a jamais répondu, qui devait pas avoir de réseau ce soir-là, parce qu'elle m'a répondu 2 jours plus tard, et puis une qui m'a dit oui, bah vous êtes la bienvenue, en revanche il n'y a pas d'électricité chez moi, quoi. Je dis oh, bah, c'est pas grave, c'est parfait, Wow. j'arrive. Euh, et donc ce qui était assez fou, c'est que donc c'était donc cette ville-là, voilà. Ça, c'est des petites guirlandes qu'elle avait achetées sur Amazon, qu'elle mettait dans des bocaux. Et donc, elle est prof, exactement mon âge, 48 ans. Euh, Elle avait des signes, des panneaux Walls Harris dans son salon dont elle m'a dit j'ose pas les mettre dehors. Ça m'a donné l'ambiance de la ville. Elle m'a dit on va discuter dans la véranda si tu veux, mais on parle pas trop fort. Enfin bon, bref. Et tout ça en même temps dans une ambiance complètement étrange parce que le quartier entier était plongé dans le noir, à part les gens qui avaient donc des lampes de poche et ces espèces de dispositifs qui éclairent pas si mal, hein, comme vous voyez, parce que là, la maison, on voit bien que ça éclaire un tout petit peu, quoi, autour. Euh, donc c'était une conversation passionnante de l'entendre me raconter sa vie dans cette petite ville, sachant que c'est devenu très très compliqué d'être prof, quoi, hein, dans une petite communauté comme ça. Quand on est prof, en plus, elle enseigne de la socio, des choses comme ça. Et par ailleurs, dans la maison, il y avait un homme d'une compagnie privée qui réparait les réseaux électriques et un autre qui était un copain, un ami à elle, enfin en fait qui avait loué plein de fois et qui lui était venu pour retaper la maison d'une amie à Asheville sur laquelle un arbre était tombé. Et donc, on a dormi dans cette maison victorienne le lendemain, où là, pour le coup, il y avait de l'électricité, mais pas d'eau. Et alors, à choisir, je pense que je préfère avoir de l'eau. Ça m'a rappelé, mes reportages dans des conditions, dans des pays un peu moins faciles. Voilà. Mais donc, surtout le lendemain, cette dame chez qui je vivais, elle voulait apporter des vivres, des supplies, comme on dit, à des amis. Et donc, on est passé à Swannanoa, puis on a terminé à Asheville, parce qu'elle avait des gens à voir. Mais le fait d'être avec elle, c'est sûr que. Alors, j'ai encore au moins 3 séries de photos à poster. C'était totalement ahurissant, mais ahurissant. Enfin, ça va prendre des décennies, quoi.
Et elle pouvait me dire, ah là là, j'ai dîné dans cet endroit qui n'existe plus il y a un mois, quoi. Tiens, ça, je connais le patron, etc. Le fait d'être avec elle, c'est vrai que ça changeait un peu la perspective. Après, il y avait des choses qu'elle n'avait pas du tout, du tout, du tout envie d'entendre. Elle me disait, je suis sûre qu'il mente. Et puis, au bout de 3 fois, les gens qui me disaient quelque chose, je disais, écoute, 3 sources, tu sais, nous, quand 3 personnes disent la même chose, en général, c'est que c'est vrai. Par exemple, elle ne voulait pas entendre qu'il y avait des pillages. Il y a énormément de pillages. On m'en a tout de suite parlé. Elle me disait non, mais ça, je suis sûre que c'est vaguement raciste quand ils disent ça. Et puis la troisième personne, et puis je lui ai dit, écoute, tu vois, je pense pas que tous ces gens nous mentent tous en même temps, quoi. Non, c'est certain, c'est certain. Et t'es resté combien de temps donc sur la zone de Asheville? 2 jours, pas longtemps, puisqu'après il fallait que je reparte dans l'autre sens pour Trump. Et vous voyez les télécommandes sur le sol. Enfin, vous écouterez avec le son si vous avez le temps. J'ai pas eu le temps de faire les doublages, etc. Et je n'aurai pas le temps. Donc, mais en gros, il y a un monsieur qui monte sur son téléphone portable les lieux sur lesquels on se trouve au moment où je l'interview et qui me dit là, la rivière, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait énormément plu, la rivière a énormément monté. Et il me dit, il y avait un homme qui est resté pendant une dizaine d'heures accroché à un tronc d'arbre au milieu de la rivière. Et on pouvait vraiment, vraiment rien faire. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et après, je vais poster la vidéo d'une femme dont le commerce est complètement ruiné. Et elle me dit, oui, pour l'instant, on a trouvé 3 corps. Et je lui dis, est-ce que vous avez entendu parler d'un monsieur dans la rivière? Elle me dit, oui, lui, il fait partie des morts. Ce que Ouais. ce premier homme que j'ai interviewé ne savait pas, lui, il ne savait pas ce qu'il était devenu, cet homme-là. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est que ce J'ai qu'il su faut, après ce qu'il faut saisir, c'est qu'il y a un nombre toujours extrêmement important de personnes disparues où on n'a pas de, on ne sait pas s'ils ont Ouais. évacué, qu'ils n'ont pas les moyens de communiquer ou s'ils sont morts. Je vais te lire les chiffres que FIMA, parce qu'on va parler un petit peu de FIMA, évidemment, que FIMA vient de communiquer il y a quelques minutes, là, avant que tu arrives, sont les chiffres officiels de l'aide fédérale. On va en parler, de ton expérience sur le terrain, évidemment. C'est pour ça que tu es là. Donc, viennent de communiquer qu'ils ont versé déjà 210 millions de dollars en aide fédérale, 15,6 millions de repas, 13, presque 14 millions de litres d'eau, 505 000 bâches, des tops donc, et 157 générateurs électriques. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Après, ce que nous, on a du mal à saisir, c'est peut-être la taille du territoire. Toi, lorsque tu étais sur le terrain, est-ce que tu as vu FIMA? Comment ça s'est passé? Non, et c'est précisément, je pense, tu parlais des techniques de Trump. Ce qui fait Trump, c'est qu'il reprend des choses qui lui remontent. Et moi, c'est ce que j'ai entendu tout le temps là. Ça, c'est Swannanoa. Les gens se sentaient complètement abandonnés et toutes les initiatives que j'ai vues, c'était des initiatives privées. La station de purification d'eau, c'est une série après, c'est Samaritan Spurs. C'était que des églises, c'était des gens qui se mettaient sur le bord de la route avec des vivres. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, je suis allée demander aux Canadiens qui étaient en train d'essayer de remettre les poteaux électriques, je leur ai dit, est-ce que vous êtes embauché, contracted, Payé. délégué, délégué par FIMA. La fille m'a répondu où est-ce que vous êtes venu de votre propre initiative, et voilà, elle m'a dit un peu des deux. Et pareil, il y avait une entreprise quand je suis partie de Swannanoa qui faisait un peu le tri sur qui pouvait entrer, qui pouvait pas entrer dans la ville. Et pareil, je leur ai demandé qui ils étaient, ils m'ont pas dit. Bon, ils n'étaient pas particulièrement avenants. Le contact n'était pas complètement facile, donc j'ai pas trop insisté. Et donc il faut que j'aille voir dans la liste des entreprises et des prestataires délégués par FIMA s'ils en font partie, parce que j'imagine que c'est tout simplement ça aussi. En fait, les gens ne voient pas des camions FIMA ou des gens avec des t-shirts FIMA, et donc ils disent que FIMA n'est nulle part. C'est vrai que moi j'ai vraiment cherché. Je n'ai pas vu ça, et toutes les initiatives que j'ai vues, c'était des initiatives privées ou des églises. Mais il y a une question d'accès aussi.
Ça venait les routes n'avaient pas été ouvertes depuis longtemps, donc il est aussi possible que ça ait pris du temps d'arriver et qu'il soit arrivé le lendemain de mon reportage aussi, c'est tout à fait possible. Et puis il y a autre chose, ce que m'a dit Samaritan Spurs. Je suis allée les voir, donc ils avaient une station d'épuration d'eau là pour que les gens puissent s'hydrater, puisque l'ironie c'est qu'ils ont été donc totalement inondés et qu'ils n'ont plus une goutte d'eau à boire. Et je les ai vus moi sur le terrain en Afrique et dans des endroits compliqués. Enfin ces derniers temps, il m'a dit qu'ils étaient beaucoup en Ukraine, endroit où moi je ne suis pas allée évidemment. Et je lui disais quelle est la différence entre votre travail ici et mettons en RDC, au Congo, ma question était technique. Je lui demandais, c'était sur la nature de l'eau, est-ce qu'il y avait plus de produits chimiques, étant donné qu'il y avait des garages à côté, des choses comme ça, bon bref. Et en fait, il m'a répondu sur, ouf, la difficulté, c'est much more red tape. Beaucoup plus d'administration, de paperasse. Il m'a dit, c'est pour ça qu'on est arrivé que le samedi. Ça nous a pris un temps dingue, mais 4 fois plus de temps que ce que ça nous aurait pris en Afrique, parce que c'est un enfer d'administration. Donc je pense qu'il y a juste aussi une dimension qui est que c'est loin, c'est compliqué, c'est un grand territoire, il y a des routes qui sont encore condamnées. Moi je suis allée là où on pouvait aller, mais il y a encore des arbres qui barrent des routes, et c'est une énorme administration, quoi. Ouais, Voilà. Et puis les $750, c'est sûr que les gens, s'ils le prennent en valeur faciale comme ça, enfin, personne n'est assuré contre les inondations dans ce coin-là parce qu'on est en montagne. Et donc, voilà, $750, c'est sûr que ça leur semble, Ouais, ça ressemble pas grand-chose, quoi. même si ce n'était, ça c'est l'aide automatique. On a évidemment raconté tout ça. Samaritan Spurs, ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont aussi en Géorgie, parce que c'était pas que la Caroline du Nord, c'est la Géorgie, et c'est eux qui ont servi lorsque Trump est allé sur le terrain dès le lundi. C'est eux qui ont servi quand même de foule à Donald Trump pendant qu'il a fait son discours, et qui était là pour l'applaudir et demander des selfies et des autographes après. Donc il y a toujours cette dimension de mélange, moi je trouve que c'est fascinant, de catastrophe et de politique. De toute façon, enfin, ça, je vais en parler dans mon papier que j'ai toujours pas écrit, mais de toute façon, les églises et les organisations religieuses sont en première ligne. Enfin, là, chez le pasteur, c'était dingue. C'est la série suivante, je pense. On voit tout le monde qui s'agite autour de l'église, etc. C'est sûr, dans ces cas-là, voilà, ça c'est la cour de l'église. Tout ce qu'on voit quand même par terre, c'est de la boue. Tout ça, c'était pas comme ça il y a une semaine. Donc, c'est sûr que les organisations religieuses prennent les devants, et tout le monde leur est très, très reconnaissant. Voilà, les gens distribuent des repas chauds, voilà, les Baptist Church. Ouais. Il y a une discussion qui m'intéresse à ce sujet-là dans l'analyse politique, c'est que donc en plus tu étais au town hall de Trump, c'est que donc on sait qu'il y a une exagération, et au-delà de l'exagération, des purs mensonges dits par Trump ou sur les réseaux sociaux, sur X et entre autres sur le compte de Musk, sur le rôle de FEMA ou l'absence de FEMA, et plein de désinformations à ce sujet-là, et qui est un contraste par rapport aux déclarations sur le terrain des élus. On a vu des sénateurs, on a vu des gouverneurs qui sont républicains en disant bah, c'est pas vrai. Ils n'attaquent pas frontalement Donald Trump, bien évidemment, parce que nous sommes en pleine campagne électorale, mais ils sont là à dire non, FEMA est là, le gouvernement fédéral aide, on est en liaison directe avec la Maison-Blanche, qui nous ont promis tout ce qu'on voulait, tout ça. Et est-ce que tu as le sentiment, alors peut-être c'était pas le cas lorsque tu y étais, c'est peut-être le sentiment aujourd'hui, mais est-ce que tu as le sentiment sur le terrain que ces personnes qui sont touchées par le drame ont conscience qu'il y a une instrumentalisation de leur quotidien, de leur malheur par Donald Trump, ou pas du tout? Non, c'est-à-dire que les gens étaient à peine au courant qu'il y avait eu un débat des vice-présidents. Vraiment, c'est au courant de rien. Vraiment
Pas du tout. Enfin, peut-être, ça a peut-être changé depuis, mais il faut avoir Internet, quoi. Et Ouais. puis, il faut avoir le temps de se connecter, il faut avoir de la batterie. Enfin, c'est, ils en étaient vraiment pas là. Ça a pu changer depuis, hein. En revanche, quand j'ai interviewé Mark Robinson, il m'a absolument dit que FEMA était sur le terrain. Je l'ai un peu testé. Et il m'a dit non, 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 FEMA est vraiment sur le terrain. Donc voilà, donc Mark Donc, Robinson, voilà. pour celles et ceux qui le découvrent, c'est le candidat controversé pour le poste de gouverneur, ancien, c'est le lieutenant-gouverneur, c'est un pro-MAGA, pro-Trump, et qui s'est retrouvé, la Caroline du Nord a été dans l'actualité avant Elaine, parce que Mark Robinson, donc il s'est retrouvé dans des révélations sur son passé, scandale sexuel, mais pas que. Le fait que il a écrit qu'il était un nazi noir, qu'il était pour l'esclavage, etc., etc. Tu lui as parlé, tu as pu l'interviewer, tu as posé ce genre de questions. Et Ouais, ouais, ouais. évidemment, il n'a pas voulu répondre. Alors, non, déjà, il faut donner le contexte. Comme tu vois, c'est une église à moitié, enfin, plus de la moitié vide. Enfin, il y a 40 personnes. On ne voit pas très bien dans ce que j'ai fait parce que c'était tellement évident que j'étais une journaliste et que j'appartenais pas à la communauté, que je suis au fond, je sors vaguement mon téléphone en me disant, oh là, c'est pas idéal comme situation. Et c'est un événement de venez rencontrer vos candidats locaux, organisé par cette église. J'en ai entendu parler par ce candidat républicain que j'avais interviewé au siège du Parti républicain à Charlotte avant d'aller à Asheville et Swannanoa. C'est lui qui m'avait dit venez, il sera là, etc. Mais donc, Robinson a parlé une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est le candidat que tout le monde attend. Là, on ne voit pas très bien, mais la foule est à peu près moitié-moitié noir et blanc. Et je pense que sur les 45 minutes, il y en a 35 qui sont consacrés aux médias, qu'on est tous des menteurs, avec des grandes envolées lyriques, comme les États-Unis se sont très bien construits sans la télé. On a été la plus grande nation du monde, on a fait la révolution sans la télé. Est-ce qu'on a besoin de la télé? Parce que c'est CNN qui a révélé ces scandales. Ils mentent tous. On a gagné 2 guerres mondiales sans la télé. Enfin bref. Et c'est devenu encore pire quand quelqu'un à la fin a dit. J'ai une journaliste qui avait l'air très gentille, je sais plus quand, qui m'a abordée alors que je m'apprêtais à monter dans ma voiture. Elle m'a enregistré avec son téléphone, elle m'a juste posé 2 questions, et ben elle les a jamais utilisées, il faut jamais leur faire confiance. C'était exactement ce que j'avais l'intention de faire, lui sauter dessus avant qu'il monte dans sa voiture avec mon téléphone pour lui poser 2 questions. Donc je me suis dit, ça pouvait pas mieux tomber, c'est vraiment, bon, tant pis, je l'ai quand même fait. Au pire, qu'est-ce que je risque, hein, qui m'envoie bouler, quoi. C'est pas non plus la fin du monde. Sauf que ça aurait été beaucoup de route pour pas grand chose. Mais il était surpris. Puis il y avait tellement personne. Enfin, il y avait évidemment pas de médias. Il y avait strictement personne, quoi. Il rebondit à peine de son scandale. Il reprend à peine sa campagne. Donc, et donc je lui ai parlé de FEMA et je lui ai demandé s'il maintenait toujours que les accusations contre lui étaient fausses. Qu'est-ce qu'il avait à répondre? Et il m'a dit oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je vais attaquer. Je lui ai demandé quand, et il m'a dit bientôt. Ouais, la réponse habituelle. Dans 3 semaines, ça arrive. Vous inquiétez pas. Dans 3 semaines, dans 2, bientôt. Ok. Non, c'est pas mal. Mais là, on voit, t'es en train tu l'as pris en photo et t'es en train de parler à d'autres électeurs. C'est le genre de questions qu'on lui posait ou pas? Non, pas du tout. Non, non, tout le monde. Donc, à nouveau, hein, c'est une petite assemblée. Les gens, ils sont venus là parce qu'ils ont envie de lui parler. Non, non, tout le monde était dithyrambique sur lui. Tout le monde le remerciait d'être qui il est. Tout le monde disait que c'était vraiment des gens comme lui qui devaient sauver l'Amérique et sauver l'État, que heureusement qu'il était là, etc. Et tout le monde s'accordait sur le fait que le scandale était faux, évidemment, inventé par les médias et qu'ils ne savaient pas quoi inventer parce qu'il représentait un danger pour l'establishment, etc. Je dois dire d'ailleurs que, alors c'était une petite assemblée, mais il est bon
avec une foule. Ah oui, bien sûr. C'est un clone de Trump. Et là, il est en train de dire, vous écouterez si vous avez le temps avec le son, il est en train de dire, il y a certaines personnes qui n'aiment pas comme la façon dont je parle, il y a certaines personnes qui n'aiment pas la façon dont Trump parle, mais demandez-vous plutôt s'il ne faudrait pas s'occuper de la façon dont les dealers parlent, ceux qui vendent de la drogue à nos enfants. Des trucs, voilà, mais ça marchait très très bien, quoi. Non, non, les gens qui étaient dans cette salle l'adoraient. En tout cas, je crois que c'est la première fois que je le vois en photo sans la cravate rouge. Donc sans son uniforme de Trumpiste. Moi, le sentiment que Ah, j'ai, et après, Il y a vas-y. eu, il y a eu un moment excellent où il y Ouais. a eu un homme qui lui a dit, c'est tellement génial que vous soyez là. Comment on peut faire pour vous aider? Comment on peut faire pour contribuer à votre campagne, à vous aider à faire campagne? Il a dit, alors comme vous le savez peut-être, ma campagne a connu un nouveau départ, un reboot, en fait. Parce que vous êtes probablement pas tous au courant, mais tout le monde s'est barré, quoi. Tout le staff de sa campagne l'a abandonné, horrifié par le scandale. Donc, ce qu'il appelle, lui, un nouveau départ, et tout simplement qu'il n'a pas eu tellement le choix, quoi. Voilà. Ouais, et puis ouais, il a eu non seulement tout le monde au niveau de sa campagne, je crois qu'il y a 3 personnes qui sont restées dont son garde du corps et deux cousins, et puis il y a eu même des employés au niveau, il est lieutenant-gouverneur, on va le rappeler quand même, donc il y a même au niveau de son équipe qui ont laissé tomber. Euh, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je vois ce qui se dessine entre tes deux reportages, c'est encore une fois le contraste entre l'Amérique rurale. Et en plus, j'imagine que tu vis la même chose quand tu vas dans Pennsylvanie aussi, par exemple, ou quand tu étais dans l'Ohio, entre cette Amérique rurale et cette Amérique des villes. Le titre de ton livre doit être Les guerres de l'Amérique. Est-ce que c'est un sujet que tu traites? Est-ce que tu as vraiment ce sentiment, quand tu vas sur le terrain, de voir ce contraste entre une Amérique rurale qui est pro-Trump, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, hein, soyons clairs, et une Amérique urbaine qui est plus dans une vision différente de la société, mixité, etc., etc., et qui donc est plus pour Kamala Harris. Oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la couverture qui a été faite de l'ouragan est imprécise, on va dire, peut-être parce que dans les débuts, c'est très compliqué d'aller partout. Mais Asheville, ok, Asheville a été touché, c'est-à-dire le quartier des artistes a été touché, les studios. C'est triste, hein, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leurs œuvres d'art, etc. Et moi, la maison dans laquelle j'ai dormi, effectivement, il y a des arbres qui s'étaient abattus dessus. Vous allez voir, je vais aussi poster ça. Mais c'est absolument incomparable avec des endroits comme Swannanoa, mais incomparable, c'est totalement incomparable. Il ne va pas y avoir des centaines de disparus, quoi. Et Asheville est une ville bleue, vraiment très, très, très démocrate. Et toutes ces petites villes perdues, Swannanoa, j'ai bien vu hein, la façon dont les gens me parlaient, c'était pas très compliqué de comprendre qu'ils étaient super trumpistes. Et pourtant, on est quand même dans un petit territoire, on est dans une petite partie de la Caroline du Nord, et il y a quand même une vraie, vraie différence entre cet endroit-là. Je ne le savais pas du tout au départ, hein, je ne m'étais pas rendu compte qu'Asheville était une sorte de capitale touristique Ouais, c'est en une comparaison capitale bobo, de même, on peut dire. complètement bobo. Ça m'a donné envie d'y retourner, hein, c'est sublime, les montagnes autour. Enfin, tu vois, pour donner une idée, je ne devrais pas raconter ça, mais je suis allée voir un Vas-y. couple dans une maison. Non, mais c'est pas très grave, de toute façon, je ne vais pas les nommer ni rien, mais euh, on était dans une maison, en effet, ils avaient plus d'eau, plus d'électricité. Il y a un gars qui passe sur un pick-up, là on est à Asheville, hein, on n'est plus à Swannanoa, qui Ouais. passe sur un pick-up pour distribuer des repas. Et donc ils prennent 3 boîtes. Et puis ils regardent et ils disent d'un air dégoûté, non mais on va jamais manger ça, c'est végétarien. Parce que sinon il y a et donc, ils ont dit, c'est pas grave, on va le filer au chat. Je disais, putain, moi, j'arrive dans un village où on m'explique que les gens sont morts dans la flotte
Enfin, c'est pas le même monde, quoi. C'est Ouais. pas le même monde à moins d'une heure de bagnole, quoi. Non, non, Voilà. c'est extrêmement intéressant. Et justement, la prochaine question par rapport à ça, c'est que il y a une élection le 5 novembre. Déjà, comment on va tenir une élection dans des lieux où il n'y a pas d'eau et d'électricité? Bon, j'imagine que d'ici le 5 novembre, il va y avoir un peu des progrès, mais on voit bien avec l'étendue des dégâts qu'il y en a pour des années. Donc, comment on va tenir une élection? Et en plus de ça, en présentant l'émission ce matin dans Maintenant Matin, ce que j'expliquais, c'est que ça se produit au moment où il y a des millions de bulletins de vote par correspondance qui doivent être livrés par la poste. On imagine que la livraison du courrier, quand tu n'as plus de maison, de toute manière, il y a plus de boîte postale. Comment on peut organiser la campagne dans tout ça? Franchement, et je pense que de fait, c'est pas très bon pour Trump, hein, parce que à Asheville, ils vont voter, à Swannanoa, honnêtement, d'abord, c'est malheureux, mais il va y avoir des morts. Euh, Si on le perçoit pas forcément dans mes photos, mais si vous les regardez lentement, tous ces espèces d'endroits, on a l'impression que c'est des champs de boue. Il y avait des maisons. Il y a des maisons qui ont juste glissé, qui n'existent plus. Bon, il y avait beaucoup de trailers, de mobil-homes. Ouais. Euh, si vous aviez votre mobil-home à cet endroit-là et qu'il a été balayé par l'eau, vous n'avez aucune raison de rester là. Qu'est-ce que vous allez rester dans cet endroit abominable où plus rien ne marche? Donc je ne sais pas comment ils vont faire, honnêtement, je ne sais pas. Voilà. En revanche, un phénomène assez intéressant quand j'étais à Charlotte et que j'ai fait le porte-à-porte, et là pour le coup absolument rien à voir avec l'ouragan, mais chez les populations noires, chez les hommes noirs, autant les femmes noires étaient clairement pour Kamala, autant parmi les hommes noirs, pas lui, mais celui d'avant dans la voiture, il y, a, y a une vraie séduction exercée par Trump, Ouais, vraiment, chez les hommes. il est plus Et chez jeune, les ouais, hommes, exactement. Ouais. Ouais, c'est un électeur plus jeune, et c'est ce que j'allais dire. Il y a une sélection et c'est une cible de l'électorat de Donald Trump, de sa campagne. L'homme en général, le jeune homme blanc et le jeune homme noir ou le jeune homme hispanique. On voit qu'il y a il y a tout un discours qui est mené depuis un an et demi à ce sujet-là. Hein. ah, et il y a le First Step Act, qui est donc une loi qui a été signée par Trump, hein, même si c'est pas lui qui a travaillé dessus, mais il l'a signée, qui a permis peut-être à 4 ou 5 000 prisonniers, parce que c'était au niveau fédéral, et en fait, la plupart des gens qui sont en prison sont dans le système des États, Mhm. euh, mais qui avaient été condamnés pour des peines mineures de possession, de consommation de drogue, etc. Mais donc il y a quand même, on va dire, 5000 personnes qui sont sorties de prison grâce à cette loi, et donc il y a encore une forme de reconnaissance. Ouais, Donc on l'a ça vu aussi joue. Et au niveau du chèque Covid, par exemple. Et il y a ces derniers temps, ce qu'on m'a dit aussi, le fait qu'on lui ait tiré dessus. Street cred, Ouais. comme on dit, street credibility, voilà. Euh, bon, évidemment, c'est pas des choses qu'on entend de la part des femmes qui, elles, se retrouvent dans Kamala Harris, etc. Alors, au rallye de Trump, j'ai interviewé des hommes et des femmes noires, et là, pour le coup, les idées étaient encore 1000 fois plus conservatrices que ce que j'entends chez des électeurs blancs de Trump. C'était assez étonnant, quoi. C'est-à-dire, c'est rare qu'une femme me dise nous sommes des créatures émotives, on n'est pas censé avoir des postes de responsabilité, on n'est pas censé travailler du tout. C'est assez rare qu'on me dise ça. Je- Mais C'est c'était une jeune femme, bienvenue au retour dans les années 50. Hein. 30 ans. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est- et en fait, et non, et aussi les hommes ont beaucoup parlé des questions de genre. Et ce qui rejoint un peu un truc dont on parlera une autre fois, qui était mon enquête avec les communautés arabes et musulmanes du Michigan.
et qui se retrouve aussi chez les latinos. L'insistance sur la question de genre et de transition chez les démocrates, à mon avis, ça leur nuit beaucoup chez les minorités. Alors, après, j'ai une dernière question pour toi et après ça, on va justement, je vais parler un petit peu d'Elon Musk et en général du bro vote, donc du vote homme, comme ça. Il faut reconnaître que c'est la stratégie de Trump, mais il y a un côté extrêmement risqué parce que quand, par exemple, tu nous dis les femmes sont prêtes à aller voter pour Kamala Harris, on sait deux choses, c'est que elles sont plus représentées dans l'électorat en général et qu'elles vont voter. Alors que là, Elles vont voter. ouais, toute la stratégie de Trump de dire ok, je vais aller séduire le jeune black, je vais aller séduire le jeune blanc entre 18 et 24 ans, c'est la catégorie de l'électorat qui est la moins fiable et qui vote le moins. Donc c'est vraiment le pari risqué, ça. Oui, absolument. Bon, après, quand on joue sur la colère, ça peut marcher. Non, c'est certain. Euh, C'est certain. Ça sera de toute façon, c'est le cœur du scrutin. L'élection va se décider sur ça parce que ce sont des gens qui aussi ne répondent pas dans les sondages, donc ils sont sous-représentés. Donc tu te dis, voilà, si ces gens-là qui ne sont pas identifiés, qui ne répondent pas aux sondages, vont aller voter pour Trump, ça va faire une différence. S'ils ne votent pas pour Trump, par contre, on sait que l'électorat femme va venir voter pour Kamala Harris, donc ça donnera une victoire de Kamala Harris. Oui, absolument. Ouais. Je voulais te poser une question qui a absolument rien à voir, qui est la dernière, parce que je sais que c'est un sujet que tu suis avec passion, comme nous ici, et que tu espères bien que ton année 2025 se passera dans une cour, dans un tribunal. Tu as un petit peu suivi du côté de Washington le rapport, Jack Smith ou pas du tout? Quand j'avais pas d'électricité, tu veux dire? Non, non, je suis complètement à la bourre. C'est complètement. Ouais, ben, ça tombe bien. Donc, Je te conseille. On a fait une émission de 3 heures sur le sujet. Donc tu peux aller l'écouter. Et puis pareil, je compte sur toi pour aller écouter cette émission spéciale geek, spéciale nerd qu'on a fait sur les sondages. Je sais que c'est un sujet qui te passionne aussi. aussi, ouais, ça fait beaucoup. Ça fait Absolument. beaucoup. Non, mais voilà, j'ai regardé j'ai écouté des podcasts, et voilà, mais j'ai pas lu le document lui-même, donc je peux pas Non. commenter. Non, j'imagine. Ton programme de cette semaine, c'est quoi? On peut te le demander ou c'est un secret d'État? Non, pas du tout, mais j'ai 4 papiers à écrire, donc tout va bien. Et puis après, il faut que je me demande, voilà, est-ce que je vais vers chez toi là? Faut que je décide, ou alors est-ce que tant pis, je reste Wisconsin, bon, Michigan, je vais pas y retourner, mais Pennsylvanie, j'y retournerai forcément. Nebraska à voir, et puis voilà, Arizona, Nevada à voir. Bon, tu sais que Kamala sera Nevada 2 jours, Arizona un jour. Là, à la fin de la semaine, il y a un gros accent qui est mis. Il y a un certain nombre de calculs de ces fameux PAF pour arriver à 270 qui passent par le Nevada. Donc, on verra ça. Ben, en tout cas, je voulais vraiment te remercier. Donc, ouais, définitivement, tu n'auras pas le temps d'aller sur un plateau de télé parisien pour parler de ton livre. Ça, c'est sûr. À nouveau, vraiment, on a mis au point des techniques formidables pour pouvoir faire ça à distance. Ils ont qu'à, hein, voilà. Voilà. Il y a plus simple. Il y a plus simple. En tout cas, nous, on te remercie de l'utilisation de ces techniques plus simples et formidables. C'était un véritable plaisir. J'ai vu les réactions dans le chat. Tout le monde est ravi, évidemment, mais j'imagine que c'est déjà le cas de tout le monde. Je vous invite à aller suivre le compte de Claire sur X. En plus, tu as partagé un podcast concurrent. C'est quoi cette histoire? Un podcast en anglais? En anglais. En anglais, donc ça va, c'est pas vraiment concurrent. Ouais, ouais, en anglais. Oui, enfin bon, on a parlé de Springfield, mais on a parlé du Michigan aussi, ouais.
Ah non, c'était, j'ai les regardé, c'était pas mal intéressant. En tout cas, donc merci. J'allais te dire bon repos, mais pas du tout. Bonne écriture, 4 articles à faire. Les 4 seront publiés sur le site du Point ou c'est pour l'édition papier? Oui. Non, bah, de toute façon, même ce qui est sur le papier va ensuite sur le web, mais c'est vrai qu'on ne les écrit pas tout à fait pareil. Enfin, c'est très contraignant le papier, il y a un format, quoi. Moi, je suis vraiment pas demandeuse du papier, c'est beaucoup plus contraignant pour moi. Mais donc, je pense que le papier sur les communautés arabes et musulmanes sera dans le papier. Et puis, il faut que je fasse les Noirs de Caroline du Sud, il faut que je fasse l'ouragan et il faut que je fasse le papier à part sur Bon, Jill d'accord. Stein. Voilà, tout va bien. Il Et faut juste malgré qu'il se ça. passe rien Ouais. et ça Non, ira. non, 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 ça ne se passera pas. C'est ce que je dis toutes les semaines à Thomas et Cody. J'ai dit, bon, en fait, c'est pas compliqué. Il faut que cette semaine, il n'y ait rien en termes d'actualité et j'aurai le temps de faire ça, de faire Ouais, ça. Et puis non, ça, non, voilà. c'est terminé, ça. C'est terminé, pas à 29 jours Ouais. de l'élection. Non, ça c'est sûr. Bon, déjà, Milton, je vais juste espérer. Bon, la Floride, c'est pas un swing state, c'est très malheureux, mais si c'est pas politique, j'y vais pas. Ouais, mais Voilà. c'est déjà politique, hein. On vient d'apprendre ce matin, ça vient d'être confirmé que le gouverneur de la Floride, DeSantis, a refusé de parler au téléphone à Kamala Harris, qui appelait justement pour. Évidemment, il y a des raisons politiques derrière ça, mais pour la préparation à la catastrophe, et il a refusé de lui parler en disant que voilà, ça l'intéressait pas. Donc, même si ce n'est pas un swing state, je sais que à droite et à gauche, on vous lit ah regardez la Floride, il y a le référendum sur le cannabis, il y a le référendum sur l'avortement, il y a un vrai enthousiasme des démocrates sur le terrain. Pour l'instant, je ne le vois pas dans la data, mais bon, on va voir au lendemain de ce qui va se passer en espérant. Moi, Ouais. j'ai des amis aussi qui habitent en Floride, donc j'espère que Mm. ils ne seront pas touchés, mais peut-être on va te retrouver en Floride, Claire. Non, bah, oui, bon, bah, allez, je vais m'y mettre alors. Allez, va travailler. Merci en tout cas d'avoir trouvé le temps pour nous. Et donc le compte Instagram de Claire pour les photos, pour les vidéos, avec le son. Avec le son. Et puis, on se reparle très vite. Salut Claire, bye bye. À plus tard.